J'ai ri, mais alors j'ai ri parce que en lisant le livre de Jean-Marie Poiret, donc qui s'appelle Rire est une fête, il y a plein d'images de films qui me sont revenus en mémoire, des scènes et des mots cultes. Bonjour Jean-Marie Poiret. Bonjour, bonjour. Et il faut dire que vous ouvrez fort votre livre puisque vous l'ouvrez sur des anecdotes qui concernent le tournage des Visiteurs et que les Visiteurs, enfin tout comme Le Père Noël est une ordure par exemple, ce sont quand même des films. Enfin je me souviens pour ma génération, c'est des dialogues qu'on se répétait dans des soirées entre copains. Je veux dire, on connaissait presque les films par cœur, quoi. Bah, tant mieux, moi je trouve ça formidable. Ouais. Oui, c'est vrai. Moi parfois j'oublie parce que c'est. D'ailleurs, un jour, je me souviens, j'avais été pris de panique parce que je marchais dans un couloir. Je faisais une pub, j'étais dans une agence de publicité, et assez pressé parce que j'avais 2-3 rendez-vous en retard. Donc, je marchais vite et dans un couloir, il y a un type qui est sorti et qui m'a pointé du doigt et qui m'a dit « Je ne vous jette pas la pierre, Pierre. » Bon. Et j'ai dit « Pourquoi ce type m'appelle Pierre ?» Et il me prend pour quelqu'un d'autre. Ouais. J'étais assez paniqué. J'avais totalement oublié la réplique. Ouais, c'est cela, oui, c'est cela. Voilà. Ça, oui. Alors, vous êtes double actualité pour vous, Jean-Marie Poiret. Il y a évidemment ce livre, Rire est une fête. C'est bourré d'anecdotes et on se prend à rire tout seul quand on réimagine les choses. Et puis, vous êtes aussi présent au Festival du film historique de Waterloo. Vous en êtes l'invité d'honneur et vous donnerez une masterclass vendredi. Vous faites ça à deux, je pense. Hein. Vous faites une masterclass comparative, on va dire. Sur la comédie, c'est un débat sur peut-on rire de tout ? Oui, vaste débat quand même. Bon, c'est un débat très vite tranché, oui. On peut rire de tout. Oui, mais quand même, c'est un peu en filigrane dans votre livre quand même. Ça dépend avec qui aussi. Oui, mais c'est un peu en filigrane dans votre livre aussi, c'est que on a quand même tous ces souvenirs de films des années 80 et 90 ou 90, où on avait l'impression que c'était complètement débridé, et on a l'impression qu'aujourd'hui, on ferait quand même un peu plus attention à ce qu'on dit. C'est possible, certainement pas d'ailleurs, pour moi, mais peut-être que les chaînes de télé... peut-être que les distributeurs, le distributeur peut-être moins, mais les chaînes de télé en tout cas, feraient certainement des réunions un peu gênantes dans lesquelles on vous fait venir pour vous dire voilà, cette scène-là est-elle indispensable ? Est-ce qu'on est obligé de dire ça ? Faut peut-être pas dire ça comme ça. Donc c'est vrai qu'on vit aujourd'hui dans une ère du politiquement correct qui en fait ne fonctionne pas, évidemment pour la comédie, parce que les gens ont envie de rire, et ils ne voient pas mal, et moi je ne vois pas mal, je ne vois pas pourquoi c'est le drame du wokisme en fait, le woke arrive avec des a priori et des jugements très ennuyeux. Je sens déjà d'ailleurs un essoufflement aux États-Unis un petit peu. Les gens en ont un peu ras-le-bol. C'est un balancier. Oui, c'est un balancier. Ça a toujours un peu existé. Hein. Je me souviens c'était très drôle. On avait reçu une lettre. À l'époque où j'étais auteur de films pour les autres, et donc j'écrivais pour Michel Audiard. On venait de finir un film. Et on avait reçu une lettre du distributeur qui était une lettre envoyée à tout le monde pour dire voilà, il y a trop de violence et trop de grossièreté dans les films. Donc je vais vous demander de quand même bien analyser ce que vous faites. Si c'est indispensable, vous le laissez. Mais si vous pouvez parfois essayer d'être un petit peu plus léger et un petit peu moins grossier et un petit peu moins violent, ça serait, je pense, du goût de tout le monde. Bon. Alors il me fait rire, il fait mais tiens, il tombe bien parce qu'on a fini le film, on l'envoie pour taper à la machine, on va le corriger. Alors on commence à lire, il y avait écrit salaud, il fait il biffe salaud, il fait enculé. Bon. Alors, donc à chaque fois, c'est devenu 3 fois pire. Ah oui, évidemment. C'est-à-dire que bon, le film est devenu 10 fois plus grossier. Il a dit bon je crois que c'est mieux comme ça, voilà. Chapeau. Oui. Bien joué. Dans Les Visiteurs, vous l'expliquez dans le livre, cela dit, il y a parfois des situations qui font que vous vous dites peut-être qu'on pourrait adapter quand même un petit peu. C'est les fils, si je me souviens bien, de l'acteur qui joue le dentiste dans les Visiteurs. Oui. Vous ne savez pas quoi en faire, donc ils les ont amenés sur le plateau. Ça, c'est un peu différent. Et là, ils vous ont amené quelque part, par leur réaction, à adapter un peu le film, à l'élargir en fait.
a censuré un petit peu. C'est-à-dire que je ne pensais pas du tout faire un film pour enfants. Et pendant une scène, en plus c'était la scène où le chevalier et Jacouille se lèvent les mains dans les toilettes. Évidemment, ça amuse beaucoup les gosses. Bon, j'avais ces enfants qui étaient venus parce que Christian Bugeaud avait un souci familial. Donc il m'avait demandé d'amener ses gosses très très bien élevés. Et tout à coup, j'entends des cris derrière moi et je les vois se rouler par terre avec la main dans la bouche pour s'empêcher de rire et partir en hystérie. Donc j'ai pensé qu'on aurait... J'ai appelé Clavier, je lui ai dit, écoute, voilà, je crois qu'on a, en fait, à ma grande surprise, je crois qu'on a un film pour enfants. Donc, alors j'ai pas voulu édulcorer, mais ce que je ne voulais pas, c'était faire des questions. C'est-à-dire, par exemple, j'avais une réplique dans laquelle il disait, mais je vous demande si votre sœur est goudou. Bon, alors j'ai dit, ça c'est pas bien comme phrase, parce que l'enfant va dire, c'est quoi une goudou, maman? Alors c'est gênant. Pas mettre les parents mal à l'aise. Voilà, je voulais pas mettre les parents mal à l'aise. Les enfants s'en fichent complètement. Hein. Bon, je me souviens très bien d'avoir fait une projection dans Les Anges Gardiens. Dans Les Anges Gardiens, j'avais les filles du Crazy Horse Saloon qui dansaient. Or, dans les numéros du Crazy Horse, il y a deux parties. La première partie est une partie dans laquelle elles ont un cache-sexe. Ouais. Et subitement, claf, par un effet spécial très bien fait, parce que Bernardin détestait les feuillages, il trouvait les feuillages vulgaires. Donc il disait, je déteste une femme qui se déshabille. Donc c'était tout un truc, elles avaient des espèces de slips avec des velcro. Ouais. Et donc il y avait un effet de lumière, et hop, il n'y avait plus de slip. Et il y avait pas, on passait de l'un à l'autre en un quart de seconde. Donc j'avais filmé les deux parties et j'ai fait des projections avec des enfants pour voir si quelque chose les dérangeait. Rien du tout. Ils s'en fichaient, mais complètement. Et les parents. Alors, les parents ont tout de suite vu les poils pubiques. Et donc, il y avait beaucoup de... On posait des questions. Enfin, alors, c'est épouvantable, c'est pas du tout pour les enfants. On voit des sexes, etc. Enfin, on voit des sexes au Crazy Horse. Il faut vraiment bien voir, parce que c'est en général les petites... Oui, puis elles sont habillées de lumière aussi. Oui, bon, il y avait une très belle lumière. Ouais. Et il n'y avait pas les tabliers de sapeur. Hein, c'était des tickets de métro. Bon, donc, c'était très chic et très, très sympa. Mais j'ai remis les passages avec les slips, parce que je me suis dit, ça vaut pas le coup, je veux pas que les gens soient scandalisés. Donc, j'ai pas forcément envie de scandaliser les gens. Je veux pas alors... C'est pas la provoque pour la provoque. Non, je ne veux pas qu'ils posent des questions, mais après, bon, c'est assez sympa de voir que tous les enfants, vu le Père Noël est une ordure, on peut pas dire que le langage soit châtié. Pas spécialement, non. Et il y a quelques... Mais c'est le côté bon enfant qui passe. Oui, voilà. Donc voilà, c'est une question d'esprit, c'est une question de vision des choses. Père Noël est une ordure, par exemple, c'est un film qui vieillit pas. Oui, tant mieux. Les Visiteurs non plus. Moi, par contre, oui. Mais... Vous en avez combien à votre actif, Jean-Marie Poiret? Des films? Ouais. J'ai eu du mal à compter. J'ai voulu faire une recherche sur Internet. Le nombre d'affiches qui s'affichaient sur l'écran était tellement grand que... Je crois que j'ai mis en scène 14 films. Ça, comme metteur en scène, j'en ai écrit 40, quelque chose comme ça. J'ai fait des pubs aussi, et puis j'ai fait des tas de films qui ne se sont pas faits. Donc, j'ai une carrière pleine d'échecs, en fait, que personne ne connaît, puisqu'on n'a pas fait les films. C'est parfois dommage. Ouais. En même temps, quand on revient sur certains de ces films, ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est qu'évidemment, vous revenez sur un tas d'anecdotes sur les relations entre les comédiens. Donc, j'ai plus ou moins compris maintenant pourquoi, entre Les Visiteurs 1 et le 2, on avait changé de comédienne. À mon grand désespoir, je dois le reconnaître, parce que Valérie Lemercier était quand même, à mon avis, irremplaçable. Ça tient aussi aux relations que peuvent avoir les comédiens, ou l'absence de relations qu'ils peuvent avoir sur un plateau. Oui, c'est vrai. C'est aussi par rapport à des difficultés inhérentes au rôle. Les acteurs sont plus ou moins à l'aise par rapport à des choses. Honnêtement, j'ai été très surpris par l'attitude, pas l'attitude, c'est pas un beau mot, on croirait que je le reproche, par la réaction de Valérie Lemercier, parce que quand j'ai écrit Les Visiteurs, je venais de voir son premier one-man show, ou un woman show, on dit aujourd'hui, où elle avait un sketch qui s'appelait La Renardière, où elle était merveilleuse, elle jouait une femme snob.
Et j'ai dit, elle le fait formidablement. Or, c'est une tradition de comédie française. Sophie Desmarais, Jacqueline Maillan, Maria Pacôme, un nombre considérable d'actrices. Elle faisait très bien la femme snob qui est très amusante. Donc j'ai écrit ça. Et ça fait beaucoup rire. Ben oui, c'est les défauts des gens qui sont amusants. Je me souviens d'une femme qui m'avait dit, je faisais une pub avec une femme qui parlait 4 fois comme, qui m'avait dit, moi le rôle que je n'ai pas aimé, c'est celui de Le Mercier. Je trouvais incroyablement caricatural. Voilà. Voilà. Ouais. Par contre, ce qui est fou, et franchement, je ne le savais pas, je l'ai découvert en lisant votre livre, Jean-Marie Poiret, c'est que Valérie Lemercier n'était pas satisfaite de son interprétation vocale, et en un week-end, vous avez redoublé ses parties. Oui, on a beaucoup amélioré. Ça, c'est hallucinant de se dire que ce film qui était fait, qui était fini... Elle était très bonne déjà, en fait. Il a été redoublé, elle l'a redoublé intégralement. Oui, quoi. elle a redoublé parce que... enfin, pas tout, mais enfin en grande partie. Ouais. Parce que... en voyant les images au moment où on fait les doublages pour améliorer les prises qui ont des sons avariés, parce qu'il peut y avoir un marteau-piqueur, un camion qui passe, un truc comme ça qui abîme le son. Elle a vu le film et elle m'a dit je voyais pas ça comme ça. Et elle a été très épatée par le film tout à coup. Et elle est très bonne parce que tous les acteurs ne sont pas bons dans les doublages. Et il y a même des acteurs qui refusent. De Funès, par exemple, refusait absolument de se doubler. Bon. Et donc on était obligé de faire le silence. Et il y avait des carabines partout pour buter les gens qui faisaient du bruit. Bon. Mais elle était très bonne. Et alors elle m'a dit, elle avait très peu de phrases à faire, il y avait 5-6 phrases. Et elle m'a dit, mais il faut tout refaire, parce que je ne suis pas bonne, je ne suis pas assez... Alors, j'ai d'abord dit non, parce que c'était très cher, j'étais producteur du film, ça coûte une fortune, c'est quand même, je ne sais plus combien, par jour, le studio, les techniciens, il faut payer tout ça, bon, ça se prépare à l'avance, et j'ai d'abord dit non, puis en rentrant, j'ai dit, mais je suis un âne, je vais contre sa bonne volonté, donc je l'ai rappelé, j'ai appelé surtout les gens pour dire, est-ce que vous êtes prêts à travailler ce week-end ? Et à double tarif, s'il vous plaît. Et donc, j'ai dit, écoute, si tu veux, on le fait. Et je dois dire qu'elle a amélioré le rôle. Elle était comme libérée, parce qu'elle est dans le noir, il n'y a pas de partenaire, elle est toute seule, les gens rient. Et elle s'est libérée, elle a augmenté... alors que pendant tout le film, elle luttait parce qu'elle trouvait que je lui demandais d'en faire trop. Elle avait peur d'aller trop loin. Oui. Ouais. Et ben voilà, libérée après, ça donne le résultat qu'on connaît évidemment. Et j'ai pas compris, parce qu'elle a pris beaucoup de plaisir à faire ça, et j'ai pas compris pourquoi elle n'a pas voulu faire la suite. Voilà, pour des raisons qui m'échappent en fait, parce qu'elle a accusé le scénario qui a quand même fait 8 millions et demi d'entrées, donc c'est un scénario qui n'était pas si mauvais que ça. Et le paradoxe, c'est que c'est un film qui aurait aussi pu ne pas se faire, parce qu'au départ, les producteurs étaient même un peu réticents à l'idée de faire un film en costume au Moyen-Âge. Personne ne voulait le faire. C'est hallucinant de se dire que de ce qui était vu comme un échec potentiel, ça a été un succès phénoménal. Oui, et le producteur en titre, Alain Terzian, qui n'a pas produit le film, d'ailleurs, qui a juste été en fait producteur exécutif, mais qui a gardé sa signature, et qui le présente comme son film, m'a dit, je le fais pas. Il m'a dit, c'est pas du tout bien, et pourquoi, en vieux français, mais pourquoi pas en chinois? Bon, et voilà, donc j'ai dit, bon, ben, c'est pas grave, et il avait réussi à convaincre Gaumont de ne pas le faire. Et on m'a dit, bon, ben, c'est pas grave, on va faire autre chose, on va prendre votre contrat et on va l'attribuer à un autre projet que vous allez écrire maintenant. Mais j'ai dit, non, je ne veux pas écrire maintenant. J'ai dit, vous allez relire votre contrat, vous avez ce qu'on appelle en anglais first look, un premier regard, c'est-à-dire que vous payez pour avoir le premier regard. Mais ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Si jamais vous ne voulez pas, j'ai dit, tu m'envoies une lettre recommandée,
je vais t'écrire demain pour te demander de me confirmer par lettre recommandée que tu ne le fais pas. Et moi, j'ai d'autres clients que vous. Je vais aller les voir et demander si ça les intéresse. Et le lendemain, il m'a appelé pour me faire écoute. Alors, c'est drôle parce qu'il m'a dit je t'invite à déjeuner dans un restaurant hors de prix. Donc, je me suis dit ça, c'est bon signe. C'est bon signe, oui. Oui. Quand on vous invite dans un très bon restaurant, c'est généralement pour vous proposer quelque chose de bien. Si c'est pour vous virer, on vous envoie au McDo. Il y a des anecdotes sur plein de films. Je les ai pas comptés, mais il y a les 14 que vous avez réalisés ou il y en a plus encore dans le livre? Non, j'ai pas insisté sur le film américain que j'aime pas beaucoup. Sur le remake des Visiteurs. Oui, on a bien compris que, mais par contre, c'était bien payé. Oui, il y a des moments où on se fait... Mais c'est une erreur de ma part. Vous le dites, hein, vous êtes cash, cash avec les autres, cash avec vous-même. Oui, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne peut pas refuser certaines sommes parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Et puis, en fait, est-ce que ça valait le coup? Pas vraiment, parce que ça a été un échec qui m'a coûté très cher. Donc, en termes de carrière aussi. Oui, donc en termes de carrière. Donc, je ne suis pas sûr que l'un dans l'autre, si j'avais gardé des salaires raisonnables, parce que je suis très peu cher et libre de suite, je dis ça pour tout producteur qui écoute. Si vous avez une idée. Voilà. Donc, et libre pour écrire des films aussi. Et donc, si j'avais présagé de ça, mais on est un peu... quand tout vous réussit, on croit que ça va durer toujours. Ouais. Parfois, il y a des revers. Il y a des revers. Et en plus, j'avais eu des hauts et des bas avant, donc j'aurais dû le savoir. Donc, j'ai été un peu crétin. Ça arrive, hein. Puis voilà, puis ceux qui ont vraiment envie de revoir le film, même celui-là, peuvent se le refaire. Je pense qu'on doit pouvoir le trouver sur quelques plateformes. En tout cas, certains des autres, ils sont peut-être pas tous en ce moment, mais en cherchant bien, il y a moyen de les revoir. Ce sont des classiques et des films cultes. Je crois que tous mes films... Il y a peut-être que ma femme s'appelle Maurice parce qu'il n'y a plus les droits. Ouais. L'auteur de la pièce a retiré les droits, je ne sais pas pourquoi, petit idiot. Et je ne sais pas si c'est pareil, il y a un problème avec Les hommes préfèrent les grosses, je sais, qui est pourtant un film que j'aime beaucoup, et qui passe plus à la télé parce qu'il y a un problème de droit. Avec une société que j'ai eue qui est en faillite. Alors bon, c'est une histoire de gros sous. Non, c'est des histoires d'huissier, de machin, de jugement, tout ça. Très casse-pied. De toute façon, le rire est une fête, Jean-Marie Poiré. C'est vrai. C'est le titre de votre livre et j'aime faire la fête. J'ai bien ri. Voilà, on a fait une belle fête en le lisant et vous ferez aussi une belle fête au Waterloo Historical Film Festival, donc le WAF. Donc c'est la 12e édition au Ciné Wellington à partir de ce jeudi et jusqu'au dimanche 22 septembre avec vendredi soir cette masterclass que vous allez co-présenter. Donc oui, c'est sympa. Merci beaucoup. Merci à vous.